Les coups ont commencé à 7 heures du matin un mardi, vifs et insistants contre la porte de mon appartement. J'étais en train de faire du café et de lire quelques rapports de gestion immobilière lorsque le son a traversé le silence du matin comme une alarme. 3 tours rapides, une pause, 3 autres tours. C'est le schéma que mon père utilisait depuis que j'étais enfant lorsqu'il voulait obtenir une attention immédiate et se conformer à la LOI. J'y posais ma tasse et me dirigeais vers la porte, sachant déjà que cette conversation n'allait pas être agréable. À travers le Judas, je pouvais voir mes deux parents debout dans le couloir, le visage de papa rougi par une juste colère, maman serrant un dossier manille contre sa poitrine comme une armure. Michael. Ouvre cette porte tout de suite. La voix de papa a traversé le bois avec l'autorité qu'il avait cultivée pendant 30 ans en tant que directeur de lycée. Il faut qu'on parle. J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte pour les trouver tous les deux habillés comme s'ils se rendaient à une réunion d'affaires. Papa portait son meilleur costume, le bleu marine qu'il réservait aux conférences parents-professeurs et aux réunions du conseil d'administration de l'église. Maman avait mis la robe qu'elle portait pour les enterrements et les comparutions au tribunal, avec son collier de perles et l'expression sévère qui avait terrifié mes amis d'enfance. Bonjour, dis-je en m'écartant pour les laisser entrer. Café. Nous ne sommes pas là pour les plaisanteries. Papa est entré dans mon salon comme s'il était le maître des lieux, suivi de maman qui tenait son dossier à portée de main. Il s'agit de votre situation de vie et des obligations financières de la famille. Le ton formel m'a mis la puce à l'oreille. Lorsque mes parents adoptaient le langage des affaires, cela signifiait généralement qu'ils avaient pris des décisions concernant ma vie sans me consulter, puis qu'ils avaient préparé des arguments pour justifier que leur choix était à la fois inévitable et bénéfique. Ma situation semble bonne, ai-je dit en fermant la porte et en les suivant dans le salon. Les loyers sont payés, les charges sont à jour, les voisins sont tranquilles. C'est justement le problème. Papa s'est positionné au centre de la pièce, avec sa posture de directeur qui visait à projeter autorité et contrôle. Tu es trop à l'aise. À 31 ans, tu devrais chercher à devenir propriétaire, à accumuler des fonds propres, à planifier ton avenir. Maman ouvre son dossier et en sort ce qui semble être une annonce immobilière. Nous t'avons trouvé un joli appartement d'une chambre à coucher à Riverside Heights. Le paiement de l'hypothèque serait moins élevé que le loyer que tu paies ici, et tu te constituerais un patrimoine au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres. L'annonce de l'appartement avait l'air professionnel, avec des photos en couleur et des spécifications détaillées. Ils avaient manifestement passé du temps à rechercher des options et à préparer leur présentation, ce qui signifiait que cette conversation était l'aboutissement de plusieurs semaines de planification plutôt qu'une intervention spontanée. J'aime vivre ici, ai-je dit simplement. Aimer quelque chose n'est pas la même chose que faire des choix financiers intelligents. La voix de mon père était empreinte de la condescendance patiente qu'il avait perfectionnée pendant des décennies en expliquant des vérités évidentes à des adolescents réticents. Ta mère et moi t'avons vu gaspiller de l'argent en loyer pendant 8 ans. 8 ans, Michael. As-tu la moindre idée du capital que tu aurais pu accumuler à l'heure qu'il est? Maman consulte son dossier comme s'il s'agissait d'un document officiel. Nous avons calculé que tu as payé environ 96 000 $ de loyer depuis que tu as déménagé. Cet argent aurait pu servir à créer un véritable patrimoine en devenant propriétaire. Les chiffres étaient suffisamment précis pour suggérer qu'ils avaient fait des recherches sérieuses, incluant probablement des vérifications de solvabilité et des calculs de préapprobation de prêts hypothécaires. Mes parents abordaient les grandes décisions avec la rigueur de personnes qui ont passé leur carrière à gérer des budgets et à planifier à long terme. Le marché de la location dans cette région est également devenu instable. Mon père poursuit en faisant le tour de mon salon comme s'il procédait à une inspection. Cela augmente la gentrification et les conversions d'immeubles. Tu pourrais être obligé de déménager à tout moment, et alors où serais-tu? Probablement dans un autre appartement, dis-je en remplissant ma tasse de café. Voulez-vous un petit déjeuner? J'ai des bagels. Michael. Tu ne prends pas ça au sérieux. La voix de maman portait le ton frustré qu'elle avait utilisé quand j'avais 16 ans et qu'elle avait découvert que je n'avais postulé à aucune des universités qu'ils avaient présélectionnées pour moi. Nous essayons de t'aider à te construire un avenir stable. J'ai un avenir stable. Vivre dans l'immeuble de quelqu'un d'autre, soumis à ses décisions concernant les augmentations de loyer et l'entretien de la propriété.
Papa secoue la tête avec l'expression déçue réservée aux étudiants qui refusent de reconnaître leurs lacunes scolaires. Ce n'est pas de la stabilité. C'est de la dépendance. Il s'approcha de la fenêtre et regarda la rue en contrebas, admirant les trottoirs bordés d'arbres et les vitrines bien entretenues qui faisaient de ce quartier l'un des plus recherchés de la ville. Ce quartier est assez agréable. Mais vous payez le prix fort pour l'investissement de quelqu'un d'autre. Il s'est retourné vers moi avec l'expression de quelqu'un qui assène des vérités gênantes mais nécessaires. Le propriétaire de l'immeuble s'enrichit grâce à vos loyers alors que vous ne construisez rien pour vous. L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai dû réprimer un sourire. Mais j'avais appris au fil des ans que corriger les suppositions de mes parents conduisait généralement à des disputes plus longues et à des interventions plus élaborées. L'appartement que nous avons trouvé a tout ce qu'il te faut, dit maman en sortant des documents supplémentaires de son dossier. Une chambre, une salle de bain, une cuisine rénovée, une buanderie commune, une place de parking réservée. Et les frais de copropriété couvrent l'entretien, l'aménagement paysager et la sécurité de l'immeuble. L'annonce de l'appartement était vraiment attrayante. Avec des appareils modernes et des comptoirs en granit dans un complexe qui attirait probablement les jeunes professionnels qui voulaient l'apparence de la propriété sans les complications de la gestion immobilière. C'est à 15 minutes d'ici en voiture, ajoute papa. C'est suffisamment proche pour que vous puissiez conserver vos habitudes tout en vous constituant un capital et en vous enracinant dans la communauté. Leurs recherches étaient approfondies et leurs arguments logiques, fondés sur la sagesse conventionnelle concernant l'investissement immobilier et la constitution d'un patrimoine que les conseillers financiers dispensent depuis des décennies. J'apprécie les recherches, mais je ne suis pas intéressé par un déménagement. Intéressé ou effrayé par l'engagement ? La question de papa était aussi tranchante que celle qu'il posait aux étudiants qui cherchaient des excuses pour éviter les devoirs difficiles. L'accession à la propriété exige des responsabilités. Michael. Il faut penser à long terme. C'est peut-être ce qui te retient. L'accusation d'immaturité était un terrain familier, faisant partie d'un récit familial de longue date sur ma réticence à assumer des responsabilités d'adulte et des marqueurs conventionnels de succès. Ou peut-être que tu t'es habitué à la facilité, ajoute maman, d'une voix plus douce mais avec le même message sous-jacent. Louer te semble plus simple parce que tu n'as pas à te soucier de l'entretien, des taxes foncières ou des fluctuations du marché. Mais ce n'est pas toujours mieux d'être simple, dit papa en reprenant son thème favori sur la relation entre le confort et l'épanouissement personnel. Parfois, il faut se pousser à relever des défis qui s'avéreront payants à long terme. Je me suis assis sur mon canapé et je les ai écoutés décrire leur vision de mon avenir, avec les paiements hypothécaires, les calendriers des taxes foncières et les prêts immobiliers qui pourraient financer des investissements supplémentaires. Ils avaient pensé à tous les détails d'une vie qu'ils pensaient que je devrais vouloir, mais n'avaient jamais demandé si je la voulais vraiment. Le vendeur est motivé, poursuit maman en consultant ses notes. Ils ont déjà déménagé à Phoenix pour des raisons professionnelles, ils sont donc ouverts à des offres raisonnables et à des dates de clôture flexibles. Nous pourrions co-signer le prêt hypothécaire si votre cote de crédit a besoin d'être améliorée, propose papa. Nous pourrions t'aider à obtenir de meilleurs taux d'intérêt jusqu'à ce que ta situation financière se stabilise. L'offre d'aide financière était assortie d'un accord tacite selon lequel elle s'accompagnerait d'une surveillance permanente et d'avis sur mes habitudes de consommation, mes choix de carrière et mes décisions de mode de vie. Je n'ai pas besoin d'aide pour mon dossier de crédit, ai-je répondu. Tout le monde a besoin d'aide pour quelque chose. Ce ton suggérait qu'il savait mieux que moi de quelle aide je pouvais avoir besoin. L'important, c'est d'agir avant de s'enliser dans une situation de location permanente. Maman a sorti ce qui semblait être un calendrier, avec les dates limites pour les demandes d'hypothèque, les inspections de la maison et les procédures de clôture. Si nous agissons rapidement, tu pourras être dans ton nouvel appartement à la fin du mois prochain. L'hypothèse selon laquelle je voudrais évidemment me diriger rapidement vers la solution qu'ils avaient choisie était typique de la façon dont mes parents abordaient les décisions importantes concernant ma vie. Ils identifiaient les problèmes, recherchaient des solutions et présentaient leurs conclusions comme si mon accord était une formalité plutôt qu'une exigence. Je n'achèterai pas d'appartement, ai-je dit fermement. Cette déclaration était comme un défi à tout ce qu'ils avaient passé des semaines à planifier et à préparer. L'expression de papa passa de la déception à la frustration, puis à la colère qu'il réservait aux élèves qui refusaient d'accepter des conseils manifestement dans leur intérêt.
Michael, il faut parfois prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur les émotions. Sa voix avait l'autorité patiente de quelqu'un qui explique les mathématiques de base à un enfant réticent. Nous avons fait des recherches. Analysez les chiffres et identifiez la meilleure option possible. Vous ne pouvez pas rejeter un bon conseil parce qu'il nécessite un changement. Je peux rejeter des conseils dont je ne veux pas. La question n'est pas de savoir ce que l'on veut. La voix de Tom s'est aiguisée avec la frustration de quelqu'un dont la présentation soigneusement préparée a été rejetée sans avoir été prise en considération. C'est le besoin qui est en cause. Vous devez commencer à vous constituer un patrimoine. Vous devez vous enraciner. Vous devez arrêter de gaspiller de l'argent en loyer. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous respectiez mes choix en matière de logement. La conversation avait atteint le point d'inflexion familier où les suggestions utiles de mes parents se transforment en exigences soutenues par l'autorité familiale et la pression émotionnelle. Leurs choix n'ont pas été particulièrement judicieux jusqu'à présent, a déclaré mon père. Sa voix de directeur portant la finalité de quelqu'un qui prononce un jugement sans appel. 8 ans de loyer payé sans autre résultat que des chèques annulés et un contrat de location qui peut être résilié à tout moment. C'est pourquoi nous intervenons maintenant, ajoute maman, son dossier toujours plein de documents à l'appui de leur position. Avant que vous ne gaspilliez encore plus d'argent dans un mode de vie qui ne construit rien pour votre avenir. Le mot « intervenir » était particulièrement révélateur, suggérant qu'il considérait ma situation de logement comme une crise nécessitant une action de la famille plutôt que comme un choix personnel méritant le respect. Je ne gaspille pas mon argent. Je paie pour un endroit où vivre, point. Tu paies pour avoir le privilège de rendre quelqu'un d'autre riche, corrige papa, qui fait le tour de mon appartement comme s'il répertoriait les preuves d'une mauvaise prise de décision. Chaque mois. Tu remets un chèque substantiel à un propriétaire qui utilise tes loyers pour constituer son propre portefeuille d'actions et d'investissements. Il s'est arrêté devant mon étagère, parcourant les titres comme s'il cherchait des indices sur ce qui avait conduit à ma réflexion manifestement erronée sur l'immobilier et la constitution d'un patrimoine. Savez-vous au moins qui est le propriétaire de cet immeuble? Avez-vous déjà rencontré la personne qui s'enrichit grâce à vos mensualités? La question était clairement rhétorique et visait à souligner ma déconnexion des réalités financières de mon logement plutôt qu'à recueillir des informations réelles. En fait, je sais à qui appartient cet immeuble. Une société d'investissement probablement, dit maman avec dédain. Ou une société de gestion immobilière qui possède des dizaines d'immeubles et traite les locataires comme des chiffres sur une feuille de calcul. Peut-être un investisseur étranger qui a acheté l'immeuble pour le déduire de ses impôts, ajoute papa, sa voix portant le dédain qu'il réserve aux personnes qui gagnent de l'argent sans faire ce qu'il considère comme un travail honnête. Quelqu'un qui ne se soucie ni de la communauté ni des locataires, mais seulement des rentrées d'argent mensuelles. Leurs suppositions sur les propriétaires absents et les sociétés propriétaires étaient probablement exactes pour de nombreux immeubles locatifs de la région, si l'on en croit les articles de presse et les articles financiers sur les tendances en matière d'investissement immobilier. Le fait est, poursuit papa, que tu travailles pour rembourser l'hypothèque de quelqu'un d'autre au lieu de la tienne. Tu construis leur patrimoine au lieu du tien. Après 8 ans de cet arrangement. Tu n'as rien de tangible à montrer pour tous ces paiements. Sauf un logement que j'apprécie dans un quartier que j'aime. Le plaisir ne construit pas la richesse, dit maman, son ton suggérant que la recherche du bonheur par le choix d'un logement est un luxe que des adultes responsables ne peuvent pas se permettre. La sécurité crée la richesse. La propriété crée la richesse. L'équité crée la richesse. Elle consulte à nouveau son dossier et en sort ce qui semble être des projections financières montrant les rendements potentiels d'un investissement immobilier à différents horizons. Si vous aviez acheté un bien immobilier il y a 8 ans au lieu de le louer, vous disposeriez aujourd'hui d'un capital d'au moins $40 000, annonce-t-elle en montrant des calculs qui semblent avoir été préparés par des professionnels. Peut-être plus, en fonction de l'appréciation du marché dans votre région. Les chiffres étaient probablement exacts. Si l'on se réfère aux tendances historiques de l'immobilier et au calendrier d'amortissement des prêts hypothécaires. Mes parents avaient manifestement consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'un argument financier convaincant en faveur de l'accession à la propriété. Et dans 8 ans, tu seras propriétaire de ton logement au lieu de payer un loyer sans rien en retour, a ajouté mon père. C'est toute la différence entre penser stratégiquement et se contenter de dériver dans la vie sans plan. L'accusation de dérive était particulièrement lourde de sens,
car elle suggérait que le fait que je me contente d'un logement locatif reflétait une tendance plus large à éviter les responsabilités d'adulte et les engagements à long terme. J'ai un plan, ai-je répondu calmement. Continuer à louer indéfiniment n'est pas un plan. C'est de l'évitement. La voix de papa avait la certitude de quelqu'un qui a passé des décennies à conseiller les jeunes sur l'importance de se fixer des objectifs et de travailler systématiquement pour les atteindre. C'est pour cela que nous sommes là, dit maman, son dossier encore plein de documents à l'appui de leur intervention. Pour vous aider à passer de l'évitement à l'action, de la dérive à la construction de quelque chose de concret. La conversation avait évolué d'une suggestion utile à une intervention familiale, avec recherche, documentation et pression coordonnée destinée à vaincre ma résistance à la solution choisie. L'appartement que nous avons trouvé ne sera pas disponible éternellement, a prévenu mon père. L'immobilier évolue rapidement dans les zones recherchées, en particulier les biens dont le prix est raisonnable pour les primo-accédants. Si vous attendez plus longtemps, vous manquerez cette occasion et vous finirez probablement par payer plus cher pour quelque chose de moins attrayant, a ajouté maman. Le marché ne récompense pas l'hésitation. L'urgence qu'il créait semblait artificielle, conçue pour m'empêcher d'avoir le temps de développer des contre-arguments ou de trouver des solutions alternatives à des problèmes dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce matin. Je comprends que vous ayez fait beaucoup de recherches, mais je ne suis pas intéressé par l'achat d'une propriété pour le moment. Tu n'es pas intéressé ou tu n'es pas prêt à accepter des responsabilités d'adulte? La question de mon père était tranchante. Avec le genre de défi qu'il utilisait pour motiver les élèves les moins performants. Parce qu'il y a une différence et qu'elle est importante pour la suite des événements. L'implication que le refus de leurs conseils indiquait une immaturité m'était familière après des années de conversation familiale où mes choix étaient interprétés comme des défauts de caractère plutôt que comme des préférences légitimes. Peut-être que je ne suis pas prête, a dit maman plus gentiment, même si son ton était toujours empreint de déception, ce qui est compréhensible, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux éviter indéfiniment. L'accession à la propriété est intimidante au début, reconnaît papa. Mais comme la plupart des défis qui en valent la peine, il devient gérable une fois que l'on s'engage dans le processus et que l'on commence à acquérir des compétences grâce à l'expérience. Il m'offrait le genre d'encouragement patient qui m'avait aidé à apprendre à conduire, à m'inscrire à l'université et à franchir d'autres étapes entre la dépendance et l'indépendance. Le problème, c'est que je n'avais pas besoin d'encouragement parce que je n'étais pas confrontée à un défi ou que je n'évitais pas une responsabilité. J'apprécie ton inquiétude, mais je suis heureux de ma situation actuelle. Le bonheur ne suffit pas, dit papa avec fermeté. Tu as besoin de sécurité. Tu dois construire quelque chose pour ton avenir au lieu de te contenter de profiter du présent. Et s'il arrive quelque chose à tes revenus, ajoute maman, dont la voix porte l'inquiétude qui a motivé des décennies de planification financière minutieuse. Si vous êtes propriétaire, vous disposez d'un capital sur lequel vous pouvez emprunter. Si vous êtes locataire, vous n'avez rien. Les scénarios qu'ils ont dépeints étaient légitimement inquiétants. Fondés sur des incertitudes économiques et des expériences personnelles de revers financiers qui avaient façonné leur approche conservatrice de la gestion de l'argent. Et si le propriétaire de l'immeuble décidait de vendre ou de convertir l'immeuble en copropriété, ou encore d'augmenter les loyers au-delà de ce que vous pouvez vous permettre? Papa poursuit en décrivant des risques probablement réalistes compte tenu des tendances actuelles du marché de l'immobilier. Vous devriez déménager selon le calendrier de quelqu'un d'autre, peut-être dans un quartier que vous ne pouvez pas vous permettre ou dans lequel vous ne voulez pas vivre. En tant que locataire, vous n'avez aucun contrôle sur votre besoin le plus fondamental, conclut la maman. La sécurité du logement. Ce n'est pas un mode de vie durable. Leurs arguments étaient logiques et leurs préoccupations raisonnables. Fondés sur la sagesse conventionnelle concernant les avantages de l'accession à la propriété par rapport à la location. Le problème, c'est que toute leur analyse reposait sur des hypothèses fondamentalement erronées concernant ma situation. En fait, j'ai dit, en me levant et en me dirigeant vers mon bureau, que j'avais la sécurité du logement. J'ai sorti de mon tiroir un dossier qui contenait des documents bien plus officiels et juridiquement contraignants que tout ce que contenait la collection de recherches immobilières de maman. Quel genre de garanties, demanda papa, sont-on suggérant le scepticisme quant à l'explication que je m'apprêtais à donner. Le genre de sécurité qui va de pair avec le fait d'être propriétaire de l'immeuble.
La déclaration a eu l'impact d'une information qui a recontextualisé tout ce qui s'était passé au cours de l'heure écoulée. Mes parents m'ont regardé avec une expression de confusion. Comme si je venais d'affirmer quelque chose qui contredisait des faits élémentaires de la réalité. Que veux-tu dire par « posséder l'immeuble » demande lentement maman. J'ouvre mon dossier et j'en sors l'acte de propriété, les relevés d'impôts fonciers et les documents relatifs à l'hypothèque qui établissent que je suis légalement propriétaire de l'immeuble de 4 étages dans lequel nous nous trouvons actuellement. Je veux dire que j'ai acheté cet immeuble il y a 3 ans par l'intermédiaire de Meridian Holdings, LLC. Je leur ai tendu l'acte de propriété, observant leur visage tandis qu'ils traitaient l'information qui rendait toute leur intervention inutile. Je ne paie pas de loyer à un propriétaire. Je me paie moi-même. Papa a pris le document avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables, parcourant le texte juridique qui établissait clairement que j'étais propriétaire du bien qu'il m'avait encouragé à abandonner. C'est impossible, murmure maman. Tu travailles à l'association. Ton salaire n'est pas suffisant pour acheter un bâtiment comme celui-ci. Le salaire de l'association couvre mes frais de subsistance, et j'expliquais. Les 3 autres logements de l'immeuble génèrent des revenus locatifs qui couvrent largement l'hypothèque, les taxes et l'entretien. La dynamique financière de ma situation était apparemment complètement différente de ce qu'ils avaient supposé pendant leur semaine de recherche et de planification. Mais tu n'as jamais rien dit, dit papa, sa voix portant la perplexité de quelqu'un dont les hypothèses fondamentales sur ma vie viennent d'être prouvées complètement fausses. Nous pensions que tu avais du mal à payer ton loyer. Que tu faisais de mauvais choix financiers. Vous pensiez ce que vous vouliez penser parce que cela confortait votre discours sur mon irresponsabilité. Maman étudiait les relevés d'impôts fonciers avec la même attention que celle qu'elle avait accordée à mes bulletins de notes. Michael, ce bâtiment vaut. Cela dit qu'il est évalué à 1,2 million de dollars. La valeur marchande est probablement plus proche de 1,8 million de dollars aujourd'hui, ai-je dit sans détour. L'immobilier s'est fortement apprécié dans ce quartier au cours des dernières années. Les chiffres semblaient les frapper comme des coups physiques, chaque chiffre contredisant des mois d'hypothèses sur ma situation financière et la nécessité de les guider. Où as-tu trouvé l'argent pour la compte, demande mon père, dont la formation au principe est évidente dans la façon dont il essaie de rassembler des faits qui ne correspondent pas à ce qu'il sait de mes ressources. J'ai économisé cet argent dans le cadre de mon ancien emploi dans la finance, avant de décider que je voulais travailler dans le secteur associatif. Je sors d'autres documents de mon dossier. Le bâtiment était une propriété saisie qui nécessitait des travaux de rénovation, je l'ai donc obtenu en dessous de la valeur du marché. Tu as travaillé dans la finance ? La voix de maman était empreinte de la même confusion que si j'avais annoncé que j'avais été un athlète professionnel ou un diplomate étranger. Pendant 6 ans, juste après l'université. Banque d'investissement, puis Capital Investissement. Je lui ai tendu mes vieilles cartes de visite de Goldman Sachs et de Blackstone. Preuve tangible d'un parcours professionnel dont il n'avait apparemment jamais entendu parler. J'ai gardé la plupart de mon salaire et de mes primes parce que je savais que je voulais un jour passer à un travail axé sur la mission. Les cartes de visite semblaient l'hypnotiser, preuve physique de réalisation et de ressources financières qui étaient restées invisibles pendant des années de conversations familiales sur ma carrière et ma situation financière. Mais vous n'avez jamais dit, nous n'en avions aucune idée. Je n'ai pas acheté de voiture ni de meubles coûteux ni aucune des choses que les gens riches achètent habituellement, parce que je n'ai pas besoin de ces choses pour être heureux et parce qu'en limitant mes dépenses, je maximise les revenus passifs de l'immeuble. Le concept du choix de la simplicité malgré les ressources semble leur être aussi étranger que la révélation de ma propriété. Mais les gens vont penser, je veux dire. Votre style de vie suggère. Maman s'est efforcée d'exprimer ses inquiétudes concernant les perceptions sociales et le statut social que papa avait apparemment motivé par des décennies de conseils sur mes choix. Les gens penseront que je me contente de ce que j'ai au lieu de rechercher constamment des signes de réussite plus coûteux. Papa étudiait toujours les documents relatifs à la propriété, son expression oscillant entre la perplexité et ce qui ressemblait à un début de colère. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, demanda-t-il finalement. Pourquoi nous laisser nous inquiéter de ton avenir financier si tu es vraiment riche ? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'expliquer que j'allais bien, vous l'avez interprété comme un déni. J'ai fait un geste vers le dossier de maman, qui contenait des listes d'appartements et des lettres de préapprobation de prêts hypothécaires. Comme aujourd'hui, lorsque tu es arrivé avec un plan complet pour réorganiser ma vie.
basée sur des hypothèses que tu n'as jamais vérifiées. La vérité de cette observation a semblé être enregistrée, mais pas de manière à suggérer qu'ils étaient prêts à reconnaître le modèle. Nous essayons d'aider, dit maman sur la défensive. Nous pensions que vous gaspillez de l'argent en loyer et que vous évitiez les responsabilités liées à la propriété. Nous essayons de régler des problèmes que je n'avais pas en nous basant sur des informations que vous n'avez jamais recueillies. La conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone de papa. Il regarde l'identification de l'appelant avec une expression qui suggère que la personne qui appelle n'est pas quelqu'un avec qui il veut parler en ce moment. C'est ton oncle Jerry, dit-il à maman. Il appelle probablement à propos de l'avis d'expulsion. Les mots sont restés dans l'air comme un aveu de quelque chose qu'ils avaient espéré éviter de discuter. Quel avis d'expulsion ? Ai-je demandé. Maman et papa ont échangé le genre de regard qui passe entre des gens qui ont été pris dans une affaire qu'ils espéraient garder secrète. Eh bien, dit lentement papa, nous aurions pu être un peu plus proactifs dans notre approche pour t'aider à faire cette transition. Proactif comment ? Maman ouvre son dossier et en sort un document qui a l'air officiel et menaçant, avec un papier à en-tête légale et un texte sur les droits des locataires et les procédures d'expulsion. Nous avons demandé à Jerry de rédiger un avis d'expulsion, a-t-elle admis, juste au cas où tu serais réticent à faire le changement de ton plein gré. J'ai pris le document et j'en ai scanné le contenu, notant les termes juridiques détaillés concernant les violations de bail, les ventes de biens immobiliers et les procédures d'évacuation obligatoires. Il y a dit que je dois quitter les lieux dans les 24 heures pour cause de vente de l'immeuble et de résiliation du bail. Ce n'est pas vrai, dit rapidement papa. Jerry l'a juste fait paraître officiel pour ajouter un peu d'urgence à ton processus de décision. Vous avez créé de faux documents juridiques pour me forcer à quitter mon appartement ? La question semblait mettre en évidence la portée de leur présomption d'une manière qui les mettait tous les deux visiblement mal à l'aise. Nous avons pensé qu'un peu de pression pourrait t'aider à surmonter ton hésitation à faire un changement positif, a expliqué maman, sa voix portant le ton défensif de quelqu'un qui justifie des actions qui semblent pires lorsqu'elles sont prononcées à haute voix. Et si ça ne marchait pas, tu avais l'intention de faire quoi exactement ? Appeler la police, a admis papa. Jerry a dit que l'exécution de l'expulsion nécessitait l'intervention des forces de l'ordre. Alors nous étions prêts à prendre cette mesure si nécessaire. La simple mention de l'implication de la police dans leur intervention familiale révélait un niveau d'engagement dans leur plan qui allait bien au-delà d'une suggestion utile. En fait, j'ai dit, en sortant mon téléphone, appelons-les tout de suite. Michael, ce n'est pas nécessaire, dit rapidement maman. Nous pouvons régler cela en famille. Tu as créé de faux documents légaux et tu as menacé la police d'intervenir. Je pense que c'est vraiment nécessaire. J'ai composé le 911 avant qu'ils ne puissent objecter davantage, demandant aux officiers de répondre à un conflit propriétaire-locataire impliquant des documents d'expulsion frauduleux. Qu'est-ce que vous faites ? Demande papa. La voix serrée par la panique qu'il a probablement ressentie lorsque des élèves ont menacé de dénoncer ses méthodes disciplinaires au conseil d'administration de l'école. Je te laisse mettre à exécution ton projet d'appeler la police. Les 20 minutes que nous avons passées à attendre l'arrivée des policiers ont été parmi les plus inconfortables de notre histoire familiale. Maman n'arrêtait pas de consulter son dossier comme s'il pouvait contenir des solutions à des problèmes qu'elle n'avait pas anticipés, tandis que papa faisait les 100 pas dans mon salon avec l'énergie agitée de quelqu'un dont l'intervention soigneusement planifiée a échappé à son contrôle. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont pénétré dans mon appartement avec la lassitude professionnelle que la police apporte aux disputes domestiques et aux conflits familiaux qui ont dégénéré au-delà des désaccords verbaux. Quelqu'un a appelé pour un problème entre propriétaires et locataires ? A demandé l'agent Martinez. En nous regardant tous les trois avec l'œil exercé de quelqu'un qui a répondu à des dizaines d'appels similaires. Oui, ai-je répondu en lui tendant mon téléphone avec l'acte de propriété affiché à l'écran. Ces gens essaient de m'expulser de mon propre immeuble en utilisant des documents juridiques frauduleux. L'agent Martinez a étudié l'écran de mon téléphone, puis a regardé papa avec une expression qui laissait penser qu'il réévaluait la situation. Monsieur, vous devez vous éloigner immédiatement du propriétaire, dit-il, la voix empreinte de l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude de désamorcer des situations susceptibles de dégénérer en poursuite pénale. Et la transformation de la dynamique de la pièce a été immédiate et profonde. Papa,
qui était entré dans mon appartement avec la confiance de quelqu'un exerçant une autorité légitime, s'est soudain retrouvé traité comme un criminel potentiel par un officier de police. Il y a eu un malentendu, dit rapidement papa. Nous étions ses parents? Nous essayons de l'aider à prendre de meilleures décisions en matière de logement. En créant de faux documents d'expulsion, le partenaire de l'agent Martinez, l'agent Chin, avait pris l'avis frauduleux dans le dossier de maman et l'examinait avec un scepticisme évident. Ce document revendique une autorité légale qu'il ne possède pas. C'est de la fraude. Ce n'était pas censé être pris au sérieux, dit maman, la voix petite et défensive. Nous voulions juste ajouter un peu d'urgence pour l'encourager à envisager l'accession à la propriété. Madame, la création de faux documents juridiques est une infraction pénale, quelles que soient vos intentions, a expliqué l'agent Martinez. Et tenter d'utiliser des documents frauduleux pour forcer quelqu'un à quitter son logement constitue un harcèlement et une coercition potentiellement criminelle. La terminologie juridique a semblé frapper mes parents avec la force des conséquences qu'ils n'avaient jamais envisagées au cours de leur processus de planification. Vous portez plainte ? M'a demandé l'agent Chen. J'ai regardé mes parents, qui se tenaient dans mon salon avec des expressions de choc et de compréhension quant à la distance que leur intervention utile avait prise par rapport au comportement légal. Pas cette fois, ai-je répondu. Mais je veux qu'ils comprennent que toute tentative future d'interférer avec ma situation de logement entraînera des poursuites pénales et des ordonnances restrictives. Compris, a déclaré l'agent Martinez, bien que son ton ait suggéré qu'il pensait que j'étais plus généreux que la situation ne le justifiait. Les amis, vous devez quitter cette propriété immédiatement et n'y revenir qu'à l'invitation du propriétaire. Mais c'est notre fils, a faiblement protesté la mère. Et c'est un propriétaire adulte qui peut prendre ses propres décisions en matière de logement et de visiteurs, a répondu l'agent Chin. Les relations familiales ne vous donnent pas le droit de créer des documents frauduleux ou de menacer d'expulsion illégale. Mes parents ont rassemblé leurs affaires avec les gestes prudents de personnes qui n'ont pas encore compris à quel point leur deuil s'était écarté de l'intervention familiale prévue. À la porte, mon père s'est retourné une dernière fois. Michael, nous voulions vraiment t'aider. Nous pensions que tu avais besoin de conseils sur la constitution d'un patrimoine et la planification de l'avenir. Ce dont j'avais besoin, c'était que vous me posiez des questions sur ma situation réelle au lieu de faire des suppositions basées sur des informations limitées. Nous n'avions aucune idée de vos ressources financières ou de vos biens, a ajouté maman. Vous vivez si modestement que nous pensions que vous étiez en difficulté. Vivre modestement quand on a des ressources s'appelle la discipline financière. C'est ce qui permet aux gens de construire la richesse au lieu de se contenter de l'afficher. Ces concepts semblaient leur être véritablement étrangers, contredisant des décennies d'hypothèses sur la relation entre la richesse et les choix de style de vie. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon pour boire un café et examiner les documents relatifs à la propriété qui avaient transformé leur intervention soigneusement planifiée en une leçon sur les dangers de faire des suppositions. Sans rassembler de faits. L'immeuble autour de moi était silencieux. À l'exception des bruits normaux de la vie quotidienne de mes locataires. Des gens qui me payaient un loyer qui couvrait mon hypothèque tout en me permettant de vivre exactement comme je l'entendais sans la permission ou l'approbation de quiconque. A eu cours des semaines suivantes, j'ai eu plusieurs conversations avec mes parents sur les limites, les suppositions et la différence entre donner des conseils et imposer des solutions. Ils étaient embarrassés par l'utilisation de documents frauduleux et de menaces policières. Mais ils ont continué à avoir du mal à comprendre pourquoi une personne disposant de ressources importantes choisissait de vivre simplement. Finalement, nous sommes parvenus à un accord qui nous a permis de maintenir une relation tout en respectant mon autonomie en matière de logement et de décision financière. Mais il a fallu des mois pour qu'il cesse de me suggérer des moyens de mieux utiliser mon investissement immobilier ou de maximiser mon potentiel de constitution de patrimoine. L'appartement qu'ils avaient choisi pour moi s'est vendu à un autre acheteur en l'espace d'une semaine, probablement à quelqu'un que ses parents avaient réussi à convaincre que l'accession à la propriété était la clé de la respectabilité et de la sécurité financière des adultes. Mon immeuble a continué à prendre de la valeur tout en générant des revenus locatifs réguliers, offrant exactement le type de sécurité financière dont mes parents s'étaient inquiétés, mais obtenu par des méthodes qu'ils n'avaient jamais envisagées ou comprises. Parfois, la meilleure stratégie d'investissement consiste à se constituer un patrimoine discrètement tout en vivant simplement,
sans se soucier de ce que les autres pensent de votre situation financière ou de leurs opinions sur la façon dont vous devriez afficher votre réussite. L'avis d'expulsion frauduleux est désormais encadré dans mon bureau et me rappelle que de bonnes intentions combinées à de mauvaises suppositions peuvent conduire à des décisions remarquablement mauvaises. Et que parfois, la chose la plus importante que les membres de la famille peuvent faire est de poser des questions avant de proposer des solutions.